Allez, Juliette Sada nous a rejoint, notre spécialiste police-justice. L'heure des bilans de cette nuit de la Saint-Sylvestre, avec de nouveaux chiffres. On va faire un point complet avec Félix Perolaz et puis on en parle ensemble. Bilan positif ou bilan négatif? Mitigé, Thierry. Mitigé, merci. Félix Perolaz. Les habitants de ce quartier de Strasbourg se sont réveillés ce jeudi avec une odeur de brûlé et ont découvert ces véhicules incendiés, une vingtaine au total dans la ville. J'arrive, je commence ma tournée d'infirmier et bah oui, on va dire comme chaque année. Et pourtant, il y avait des patrouilles de CRS toute la soirée et je suis quand même encore étonné qu'il y ait autant de véhicules disparus. Dans l'ouest de la France, Rennes a également été touchée par des violences. Une centaine d'individus ont allumé un feu sur la voie publique, en plein centre-ville, et ont tiré des mortiers d'artifice en direction des policiers, blessant légèrement un fonctionnaire. Des incidents qui ont été recensés aux quatre coins de l'Hexagone, comme l'explique ce policier. À Reims, à Nantes, à Strasbourg, à Nîmes, et j'en passe, malheureusement, toujours le même scénario, des guet-apens contre les forces de l'ordre avec l'utilisation massive de mortiers d'artifice. Selon le ministère de l'Intérieur, 1773 véhicules ont été incendiés le soir du réveillon et 505 personnes ont été interpellées. Alors Juliette, les chiffres parlent, le bilan. Vraiment. Effectivement, le bilan est plutôt mitigé. Augmentation des voitures brûlées cette année, mais moins de violences urbaines. Voilà ce qu'indiquait hier soir le ministère de l'Intérieur. Quelques chiffres, malgré, je le rappelle, la mobilisation massive, 90 000 policiers et gendarmes partout en France, près de 1200 voitures incendiées contre 980 l'année dernière, 505 interpellations, 403 gardés à vue. Vous le voyez, des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière, même si le ministère de l'Intérieur s'est félicité que dans certaines agglomérations comme Évreux, Brest, Orléans, qui avaient été durement touchées l'an dernier, et elles ont passé une nuit relativement calme cette année. C'est dans l'Est, en effet, que ça a été plus critique. Vous l'avez vu dans le sujet précédemment. Une centaine de véhicules brûlés à Strasbourg, 30 interpellations, des agents de police blessés. Un appartement a aussi été détruit par un incendie causé par un tir de mortier d'artifice. Et si on s'intéressait à la capitale, et je vous donne la parole juste après Thomas Bonnet. Alors à Paris, les policiers ont jugé une nuit relativement tranquille, 125 placements en garde à vue quand même, dont 15 mineurs pour divers motifs, violences volontaires, usage de stupéfiants, usage aussi en masse de protoxyde d'azote hier, la nuit du 31 au 1er janvier. C'est en banlieue, en grande couronne, où la situation était plus tendue, des voitures brûlées, beaucoup de tirs de mortier, y compris contre les forces de l'ordre, pas de blessés à déplorer, heureusement. Thomas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, c'est le ministère de l'Intérieur qui centralise les données statistiques. Et hier, on a reçu un communiqué aux alentours de 18h30, je crois, avec ces chiffres et avec ce commentaire. Alors moi, j'ai quand même noté une phrase de ce commentaire. On nous dit qu'on a une nuit moins agitée que l'an dernier. Pourtant, Juliette vient de le dire, tous les chiffres sont en hausse. Pour justifier cette nuit moins agitée, je mets beaucoup de guillemets, on nous dit que c'est l'ensemble des préfets de zone qui ont fait remonter ça. Là, on se dit, là, c'est l'autorité des préfets, on n'a rien à dire. Évidemment, je rappelle quand même que les préfets sont nommés par le pouvoir politique. C'est important de le rappeler. On a l'impression quand même qu'il y a une volonté de minorer, d'euphémiser un peu ce qui s'est passé cette nuit. Il y a eu beaucoup de faits très graves. On n'a par exemple pas d'indication sur le nombre de policiers blessés. Ça, c'est une donnée que nous n'avons pas en notre possession, alors qu'on sait qu'il y a des policiers qui ont été visés par des mortiers d'artifice. Donc, je n'aime pas tellement ce récit de la nuit plus apaisée que nous propose le ministère de l'Intérieur. Et je termine par quelque chose que vous avez dit hier. Vous avez dit que les médias, à un moment donné, avaient fait le choix de ne plus communiquer sur le nombre de voitures brûlées. Et vous avez expliqué très justement que c'était pour éviter la surenchère entre des villes qui se feraient une concurrence. J'entends cet argument. Permettez-moi d'y voir aussi la volonté d'un espace médiatique de ne pas montrer la réalité de ce qui se passait la nuit de la Saint-Sylvestre, parce que ça n'arrangeait pas tellement le propos idéologique qu'il voulait dérouler derrière. Je ne vous accuse pas, vous. Non, bien sûr. Mais voilà. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir des données précises
et concrète de ce qui s'est passé, parce que ça dit aussi quelque chose de l'état de violence dans notre pays. Mais j'entends ce que vous me dites, mais je faisais référence à une époque où il n'y avait pas toutes ces chaînes, il n'y avait que 4 ou 5 chaînes nationales, et on s'était mis d'accord à l'époque pour éviter cette surenchère, mais ça ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui il y a des chaînes d'information. En concurrence entre des cités de Strasbourg, très exactement. Exactement. Deux cités de Strasbourg, la Méno, je ne sais plus laquelle. Oui, exactement. Et c'était, ça pratique toujours sur le nombre de voitures. Non, mais... Voilà, mais c'était un autre temps. Mais le monde a changé. Hein. C'est pour ça que je m'étais permis de faire cette référence. C'est intéressant parce que ça montre aussi que notre regard sur ces événements a évolué. C'est, je pense, plutôt dans le bon sens. Exactement. Elisabeth. Vous voulez dire qu'on les trouve moins normaux, c'est ça? Pardon, non mais je devrais pas rire. On affronte la réalité telle qu'elle est. Peut-être qu'on se dit que finalement, chaque année, on se dit quand même que c'est pas absolument normal. Non, moi, là, ce que ça m'inspire, c'est, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, je ne veux pas déflorer, je sais que Rachel veut en parler, les propos de M. Bilongo qui trouve de la bêtise chez des gens qu'il présume racistes. Alors, s'il y a bien un signe de bêtise à bas front, c'est le fait de célébrer la nouvelle année en brûlant des voitures de gens pauvres au demeurant. Généralement, ils vont pas. C'est généralement ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et gagner leur vie. Hein. C'est surtout sans le les moindre, victimes. Il y a même pas, sans le moindre mobile, c'est juste de la violence stupide. Qui n'a que pour but de, probablement eux aussi, ils doivent faire des vidéos, j'imagine, maintenant, et puis après, le lendemain, espèce de truc, genre... Se glorifier. On a eu l'État, donc moi, ça me... Non, mais ce qui est frappant, c'est que la société s'adapte aux crimes et délits. C'est-à-dire qu'on n'essaie plus de les combattre, on s'adapte. Avec des Français juifs qui partent en Israël, ils s'adaptent. Bien sûr, mais on s'adapte à tout aujourd'hui, c'est ça, la problématique. Aussi. Oui, oui, absolument. Vous avez des femmes qui disent, nous on sort plus le 31 ou à d'autres dates où on sort pas dans n'importe quel quartier. Et là, notre vocabulaire s'adapte. Moi, le bilan, je le trouve catastrophique. Eh bien non, c'était une soirée apaisée, il y a plus de voitures brûlées avec un déploiement policier sans égal. 000, hein. Non, mais écoutez, 90 000 en France. 90 000 policiers. À Paris. Donc 10 à Paris, vous avez ce bilan et tout le monde a l'air de... 10 000 policiers à Paris. Bah oui, c'était... moi, je trouve ça bien sûr. Pardon, moi, je trouve ça dément. Bien sûr. Donc on adapte notre vocabulaire. Mais on s'adapte à tout, Eric. Oui, mais c'est ça le problème. Voilà, les narcotrafiquants... On essaie de faire un petit détour pour une école. Oui, bien sûr. Mais tout est comme ça. Mais en fait, c'est comme les vœux d'Emmanuel Macron. Ils essayent de nous présenter à moitié plein, parce qu'Emmanuel Macron, c'est un peu ce qu'il a dit. Il a essayé de nous présenter un verre à moitié plein que les Français voient, disons, au 4/5e vide, je pense. Et c'est la même chose pour la sécurité. Je vous propose d'écouter Mathieu Vallet, l'eurodéputé Rassemblement National, qui était l'invité du rendez-vous politique ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Et puis on continue, si vous voulez bien, évidemment, le tour de table. C'est le chaos permanent dans notre pays. On ne peut plus faire une fête sans qu'il y ait le chaos. On l'a vu après la victoire du PSG, on l'a vu lors de la fête de la musique, on l'a vu lors du 14 juillet, on le voit là lors du 31 décembre. C'est pas possible dans ce pays, à cause de voyous, à cause de racailles, de pouvoir s'amuser librement. Voilà, c'est tout malgré l'engagement exceptionnel des 90 000 policiers et gendarmes. D'ailleurs, j'aimerais que Beauvau communique sur le nombre de policiers et gendarmes blessés. Voilà, vous prenez Strasbourg où c'était quasiment Walking Dead, parce qu'il y a eu plus de 100 véhicules brûlés, il y a eu 30 policiers blessés, dont 25 CRS, de la CRS 7 de Deuil-la-Barre et de la CRS 45 de Chassieux, que je connais bien, qui ont quand même essuyé des jets de projectiles, des tirs de mortier, et qui font en fait de l'infanterie. Ouais, particulièrement remonté, Mathieu Vallet, et c'est vrai, 30 policiers blessés, on ne peut pas dire cocorico, tout va bien. Hein. Non, en plus, ils étaient là en nombre, ce sont des gens, les policiers, qui sont sollicités toute l'année. On devrait au contraire insister sur les blessures qui leur ont été infligées. Bah ouais. Non, mais c'est vraiment quelque chose de... Enfin, il y a quand même une déconnexion. Oui, une détérioration du vocabulaire, c'est-à-dire le refus de nommer la réalité et de pratiquer l'euphémisation ou d'autres stratégies de contournement. Si on nomme pas la réalité, on risque pas de la changer. Alexandre. Oui, il y a une volonté de contournement, ça on le connaît, et de déni, on le connaît depuis longtemps, mais je me demande si c'est pas pire, s'il n'y a pas tout simplement une banalisation, parce que ça fait tellement d'années qu'on brûle des voitures au 1er de l'an ou au 14 juillet, qu'on considère que c'est un phénomène un peu comme la neige en hiver, si vous voulez. Et je pense que c'est ça qui est le plus grave, c'est que nos sociétés se sont
habitués à un certain degré de violence qui serait apparu inimaginable il y a 40 ou 50 ans. Je crois que c'est ça la réalité, qu'on est définitivement basculé, on est définitivement en train de basculer dans une forme de tiers-mondisation. Et d'acceptation d'acceptation qu'on ne devrait pas accepter. Qu'on ne devrait pas accepter. Qu'on ne devrait pas accepter. Rachel Kahn. Justement, pour rebondir avec ce que disait Alexandre, plus que de la banalisation, selon moi, c'est une véritable nouvelle culture de la violence qui s'impose sur l'ensemble du territoire et à travers certaines fêtes justement très symboliques comme le 14 juillet. Et cette violence, elle est en réalité assez organisée, malgré le défouloir que c'est. C'est-à-dire qu'on va viser incendier des poubelles parce que c'est le symbole de notre civilisation, de la propreté. On va incendier des voitures parce que c'est la liberté d'aller et venir, la liberté de travailler. Et on enflamme aussi nos rites. Et une société civilisée, c'est une société qui a des rites, qui a des fêtes et qui sait rire. Donc on déshumanise aussi l'ensemble de la société. Moi, ce qui me choque, c'est que les valeurs sont aussi effacées. C'est que on ne respecte plus ni le feu d'artifice, ni le feu rouge aujourd'hui. Voilà. Pas mal. C'est un bon résumé. Moi, je voulais revenir sur le terme d'acceptation, parce que justement, moi, je fais partie de ceux qui n'acceptent pas qu'on s'habitue. Je pense qu'on est nombreux. On est nombreux sur ce plateau. Je pense qu'il y a un grand nombre de Français qui nous regardent, qui partagent le même avis, vous savez. Je pense qu'il faut être vigilant et attentif à ce sentiment de non-acceptation, justement, parce que rappelez-vous aussi que ces émeutes, ces violences urbaines, elles interviennent quelques semaines, quelques jours après cette surprime qu'a voté le Sénat sur proposition du gouvernement pour faire payer à vous, à nous, aux Français, à ceux qui payent leur prime, leur contrat d'assurance, les réparations des dégradations. Donc attention quand même à pas en faire un peu trop. À un moment, ce sera peut-être un peu trop pour nos concitoyens qui nous regardent. Mais c'est intéressant parce que c'est la même logique. Alors je pense effectivement les Français n'acceptent pas, on le voit d'ailleurs à travers les résultats électoraux, mais le système politique, une partie du système médiatique accepte. Et la taxe émeute, c'est exactement la même logique. Je comparais ça à la neige en hiver. La taxe émeute, elle est calquée sur la taxe catastrophe naturelle. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la violence est une catastrophe naturelle et le rôle de l'État qui devrait être de l'éviter, comme il n'en est pas capable, il se contente de l'assurer. L'année 2025, vous le savez, a été montée et marquée par la multiplication des actes antisémites. Eh bien, écoutez, on est en 2026 et ça se poursuit avec ce qui s'est passé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une dame qui accompagnait tout simplement son fils a été victime de propos antisionistes tenus par des employés de l'aéroport. Ça continue. Noémie Hardy, on en parle juste après. Alors ça alors, vous avez le droit de dire sioniste de merde? Ah si, j'ai le droit de... Je vais porter plainte. Non, sioniste de merde. Voilà, donc je vais porter plainte contre vous. Vous assumez vos propos, vous assumez. Une scène qui a eu lieu en plein milieu d'un restaurant à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors qu'une mère accompagne son fils prendre l'avion, elle entend une conversation entre 3 employés. Des propos antisémites sont ouvertement tenus. Très vite, la situation s'envenime. Elle est encore aujourd'hui sous le choc de ce qu'elle a pu entendre, de la violence des propos, de la véhémence. Et de cette extrême surprise de se dire qu'en allant à l'aéroport, amener son petit garçon de 12 ans, elle peut, en plein cœur de Paris, être victime de propos aussi graves, aussi véhéments. Selon la victime, personne n'aurait réagi au moment de l'altercation. Son avocate parle d'un antisémitisme décomplexé. Voilà, c'est des collègues qui sont ensemble et leur sujet de conversation, c'est d'insulter les juifs, c'est d'insulter ceux qu'ils qualifient de sionistes. De son côté, l'aéroport Charles de Gaulle a ouvert une enquête et a promis qu'aucun compromis ne sera fait sur l'antisémitisme et le racisme. Voilà, ça continue. Et là, c'est le triste constat. Je vous propose d'écouter Élie Korchia, donc l'avocat que vous connaissez, président du Consistoire de France, qui a réagi ce matin dans la matinale. Les mesures de sécurité qui sont mises en place par le ministère de l'Intérieur doivent être évidemment maintenues, voire même renforcées lorsqu'il y a des offices, par exemple le Shabbat. On a cette information qui vient de tomber. Je n'ai pas encore les informations encore recoupées avec le ministère de l'Intérieur, mais nous savons bien que nous avons eu à déplorer récemment, en 2024, vous vous en rappelez, un attentat commis contre la synagogue de Rouen. 3 mois plus tard, un autre attentat commis contre la synagogue de la Grande Motte, dans le sud-ouest. Donc on reste évidemment particulièrement attentif après ce qui s'était passé à Rouen et dans le Languedoc. Et donc évidemment, nous savons très bien que nous restons dans une période avec un antisémitisme important.
Thomas disait, on ne doit pas être dans l'acceptation. Là, on est dans l'antisémitisme complètement décomplexé. Voilà, là aussi. Et nous sommes en 2026, Rachel Kahn. Mais pourquoi ça s'arrêterait? En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'antisémitisme. En fait, on n'arrive pas à nommer une guerre qui est à l'œuvre. Depuis le 7 octobre, il y a eu une guerre qui a bouleversé l'ensemble du monde entier. Et ce n'est pas simplement de l'antisémitisme, c'est de l'islamisme. Et on parle toujours d'importation du conflit. Mais ce n'est pas un hasard si ce qui s'est passé dans un aéroport. Cette haine-là, elle circule. Et puis il y a eu des précédents dans les aéroports. On en a parlé beaucoup cet été avec c'est très symbolique. L'épisode Vueling, l'épisode de cette contrôleuse. Tant que nos sociétés n'intégreront pas, et que notamment le chef de l'État n'intégrera pas le fait que dans les chartes du Hamas, c'est la volonté de détruire Israël, mais l'ensemble des Juifs du monde, et de les intimider, et de les calomnier, et de les disqualifier, et finalement de gommer leur existence à travers la planète, confère signé il y a quelques semaines, eh bien on ne pourra pas s'en sortir. On ne peut pas faire seulement comme si il ne s'agit que de l'antisémitisme. Et vous vous souvenez que notre ami Arnaud Klarsfeld, qui nous regarde peut-être, a lancé un nouvel appel, a tendu une nouvelle perche à Emmanuel Macron pour qu'il participe à un rassemblement. Mais la réponse de l'Élysée, c'était bon, on va regarder. Hein, c'est un peu ça. Je n'ai plus les termes exacts. Hein, je veux pas, mais voilà, c'était voilà. Elisabeth Lévy. Pour redire mon désaccord sur ce point, j'en ai assez de cet argument et du fait qu'on essaye d'imaginer que si Emmanuel Macron tout d'un coup allait manifester contre l'antisémitisme, ça changerait quoi que ce soit. À mon avis, ça ne changerait rien. Donc, il devrait peut-être le faire par ailleurs, mais je ne crois pas que serait-il allé à cette fameuse manifestation contre l'antisémitisme, il n'y aurait pas eu un acte antisémite de moins. Il faut arrêter. Si vous croyez que les gens qui cassent la gueule, c'est mon point de vue, vous pouvez être en désaccord. Oui, très bien, mais si vous voulez, ça fait 2 ans qu'à chaque fois qu'on parle de l'antisémitisme, on ressort cette histoire de manif. J'en ai marre, comme si l'antisémitisme venait d'Emmanuel Macron. Qu'il faille le nommer, c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est toute la gauche qui a eu évidemment 25 ans de retard à l'allumage entre les territoires perdus de la République et aujourd'hui, mais j'ajoute que c'est pas seulement décomplexé. Dans son livre, Samuel Fitoussi, qu'on avait reçu ici, explique qu'en fait que les idées qui marchent, c'est pas forcément, évidemment, c'est pas la vérité le seul critère. Les idées qui marchent dans le monde intellectuel ou dans les gens qui prétendent de réfléchir, ce sont les idées socialement valorisantes, les idées qui ont du poids dans votre milieu. Si ces gens parlent de façon aussi, je veux dire, sans se cacher, si vous voulez, sans se cacher, ils disent des horreurs, exactement comme dans les cours d'école, exactement comme dans des cours d'école, comme dans certaines facs. C'est tout simplement parce que c'est à la mode, parce que dire des horreurs sur les juifs en passant par le truc du sionisme, c'est se montrer du bon côté, du côté des opprimés, du côté contre la méchante armée. Donc, si vous voulez, cet imaginaire s'est installé dans beaucoup d'esprits, au-delà d'ailleurs du monde islamiste et islamique. Je pense que... Non mais, ça fait partie de la stratégie. Il faut prendre cette ça fait partie d'une stratégie compte. globale. C'est ça le truc. L'histoire des facs, etc. Ça fait partie d'une vraie... Le truc, c'est qu'on combat... En fait, on n'arrache pas les mauvaises idées de la tête des gens en faisant des manifestations. Arrêtez, j'en ai... Je voudrais vous lire, Arnaud Klarsfeld, que je salue, qui nous regarde, m'envoie justement une petite communication de sa part. C'est au président de la République, je vous le dis, je le dis aux téléspectateurs, aux éditeurs d'Europe 1, c'est au président de la République de prendre la tête de la lutte contre l'antisémitisme qui sévit en France, portée par une partie minoritaire mais active de la population, les islamistes, ceux qui les soutiennent, et l'extrême gauche maladivement électoralement hostile à Israël. Heureusement, les braves gens comprennent que les Français juifs sont un élément positif pour notre nation. Il est temps de réagir et c'est au président de s'engager, d'être un véritable acteur et de cesser d'être un spectateur. C'est ce que déclare Arnaud Klarsfeld qui suit notre émission. Je suis pas sûr que ça changera grand-chose. Voilà, moi, je suis davantage convaincu par la deuxième partie de l'analyse d'Elisabeth que de la première. Parce que non seulement il n'a pas pris la tête de cette manifestation, mais enfin, les indiscrétions qui nous sont remontées, c'est qu'il a pris la température et qu'on lui a dit c'est pas le moment, ça va enflammer les bouillons. Moi, je trouve ça gravissime.
si la décision d'un président de la République, oui, c'est de consulter. C'est bien de rappeler l'histoire aussi. C'est de consulter des influenceurs que je qualifierais pudiquement de douteux, parce que j'ai eu affaire à ce personnage et je peux vous dire que ça va bien au-delà dans le cas de monsieur. Vous êtes très euphémistique. Ensuite, absolument. Mais d'un autre côté, là où je suis convaincu, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une recrudescence de l'antisémitisme en tant que tel, mais il y a une recrudescence de l'antisémitisme déclaré. C'est-à-dire que c'est devenu tendance. Oui, quand on était jeune, les gens se cachaient pour être. Ils disaient les gens non, on n'est pas chuchotaient. antisémites. Maintenant, ils prennent un mégaphone pour dire qu'ils sont antisémites. Absolument. Je ne pense pas que c'est augmenté. Il n'y a pas plus d'antisémites, seulement ils ont pignon sur rue et moi j'entends... On en a emporté beaucoup quand même. On en a emporté beaucoup. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une bonne mesure, un bon instrument de mesure. Vous voyez un antisémitisme décontracté comme on n'a jamais vu. On en arrive à des expressions qui sont pas loin de ce que c'était au temps nazi. Il y a des gens très très décontractés, avec des appels à la Shoah, à l'extermination des Juifs, etc. Donc je pense que c'est là où les symboles peuvent un peu calmer les choses quand même si ça ne résoudra rien en profondeur, je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas la gravité de la politique d'Emmanuel Macron, je dis juste qu'au bout de 2 ans, ça ne me paraît plus être... C'est un argument qu'on ne peut pas brandir pendant 10 ans comme mono-explication. Si vous voulez, Alexandre et Rachel Kahn, je vais prendre la parole aussi à nouveau. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un antisémitisme progressiste, entre guillemets, voire mondain, de gens qui sont antisémites en toute bonne conscience, en pensant faire le bien, être dans le camp du bien, être même dans l'antiracisme. Donc on est dans un paradoxe absolu. Après, je pense que ça touche... une partie de la gauche intellectuelle, mais que ça ne touche pas les Français en profondeur. D'ailleurs, on le voit, c'est un indicateur comme un autre, mais à l'Eurovision, ils votent pour la chanteuse juive, aussi bien, je pense, par son talent que par, justement, le refus de cet antisémitisme-là. C'est un peu un vote militant aussi. C'est peut-être un vote militant, mais je crois que les Français, si on fait des sondages, rejettent cet antisémitisme-là. Ah bon, et dans les facs, ceux qui agressent des juifs, c'est pas des Français, c'est quoi? C'est des Français, mais je vous dis, c'est quand même une minorité pas progressiste, des élites, entre guillemets, parce que je suis pas sûr que ce soit des vrais. Dans les cours de récré, ça existe aujourd'hui. Moi, je connais des gamins de 10 ans qui cachent qu'ils sont juifs spontanément. Et donc, c'est bien quand même qu'il y a un climat qui va au-delà de certaines élites. Et en plus, ça revient à droite en Amérique. Donc il faut aussi se méfier de ça. Bon, bien sûr Alexandre et Rachel. Il faut se méfier. Et ensuite, quand même, là, c'est dans un aéroport. Alors, je ne sais pas quelle était la confession ou l'origine des gens qui tiennent ces propos, mais un aéroport et le personnel de l'aéroport. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Il y a eu les livres sur les mosquées de Roissy. On sait qu'il y avait des islamistes dans les aéroports. Donc, les propos antisionistes vont souvent quand même de pair avec l'islamisme. Donc, même en termes de sécurité, je trouve ça très, très, très inquiétant. Et donc, j'espère que l'enquête ira au bout, que c'est pas simplement un communiqué pour faire plaisir et qu'il y aura des sanctions. Et il y a eu des précédents dans les aéroports et le ministre, M. Tabarot, avait tapé du poing sur la table, il faut le rappeler et le souligner au moment des faits. Rachel Kahn. On ne peut pas parler d'une guerre hybride d'un côté et ne pas prendre à bras-le-corps ce qu'est cette guerre hybride. C'est une guerre menée, une stratégie plutôt menée d'infiltration de la société où on a imbibé notre jeunesse par la propagande, par le progressisme, par le racialisme, par le wokisme, pour fracturer la société. C'est ce que André Taguieff appelle le palestinisme, et qui, justement, effectivement, il y a le clientélisme derrière, il y a le fait de se sentir valorisé au sein de sa communauté lorsque l'on reprend des éléments de propagande des terroristes. Donc, en fait, c'est ça aujourd'hui ce qui se passe en France, et malheureusement, on n'a pas des leaders politiques qui nous parlent effectivement d'antisémitisme, mais qui ne vont pas assez loin dans la démarche, qui est extrêmement grave pour l'ensemble de notre pays. Parce que la France n'est pas antisémite.